La salle de réunion éclata de rire lorsque le PDG milliardaire se moqua de la voix de sa fille, mais le concierge, assis tranquillement dans un coin, se leva et prononça 5 mots qui plongèrent toute la salle dans le silence. « Répète ça à propos de ma fille. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo ci-dessous et de cliquer sur le bouton « S'abonner » car l'histoire de demain va vous épater. » La salle de réunion brillait comme une cathédrale de verre et de chrome, polie jusqu'à obtenir un éclat impossible. Le genre d'endroit où les secrets n'étaient pas chuchotés, mais signés dans des contrats valant plus que de petits pays. Jack Carter s'y déplaçait comme une ombre. Son seau à serpillière grinçait lorsqu'il le faisait rouler sur le sol. Et même ce bruit semblait être un crime ici. Il se pencha, ses mains rugueuses, marquées par des années de petits boulots, pour démêler les câbles que le technicien audiovisuel avait laissés enchevêtrés sous la table de conférence. Sa chemise sentait légèrement l'eau de Javel. Ses bottes laissaient de légères traces qu'il essuyait rapidement. Il avait répété cette danse 1000 fois dans d'innombrables salles qui ne se souvenaient jamais de lui. Il était l'homme qui veillait à ce que le monde reste propre pour que d'autres puissent le salir à nouveau. Les fauteuils en cuir autour de la table semblaient imposants, chacun réservé à une personne qui détenait le pouvoir grâce à ses signatures et à ses portefeuilles. Le nom de Jack n'apparaîtrait jamais sur l'un de ces sièges en cuir noir. Il le savait, et tout le monde le savait aussi. Cela lui convenait. Il ne se faisait aucune illusion quant à sa place dans leur monde. Son monde l'attendait à la maison, assise en tailleur sur le sol, entourée de crayons de couleur éparpillés comme des joyaux. Emma, 9 ans, les cheveux couleur blé en été, les yeux trop vieux pour son âge. Le dessin qu'elle lui avait donné ce matin était toujours plié dans la poche de sa veste, le papier déjà ramolli par la chaleur de son corps. Elle l'avait intitulé « Le château de papa », en grosses lettres majuscules. Une forteresse en crayon de couleur avec des tourelles faites de sceaux et un drapeau sur lequel était écrit « En sécurité ». Elle avait dit qu'il le construisait chaque nuit pendant qu'elle dormait. Il le portait sur lui parce que certaines nuits, il avait besoin de la croire. La porte s'ouvrit brusquement derrière lui. Des voix aiguës et rapides remplirent la pièce comme un courant électrique. La première à entrer fut Victoria Cross, elle-même, flanquée de son entourage de cadres et de conseillers. Elle était aussi impressionnante que le racontaient les histoires. Grande, les traits anguleux adoucis seulement par des boucles d'oreilles en diamant. Son tailleur noir était taillé pour intimider. Les gens ne se contentaient pas de la regarder, ils se préparaient à l'affronter. Elle prit la parole avant de s'asseoir, sa voix traversant la pièce avec précision. « Nous ne sommes pas ici pour répéter des chiffres. Nous sommes ici pour les corriger. Si vous n'avez pas de solution à proposer, ne prenez pas la parole. » Les autres acquiescèrent rapidement, leurs papiers bruissant comme des oiseaux effrayés. Jack se redressa sous la table en prenant soin de ne pas attirer l'attention. On lui avait demandé de terminer discrètement avant le début de la réunion, mais il était clair que cette possibilité n'existait plus. Il attrapa son seau à balai et tenta de le pousser vers le coin. L'un des jeunes assistants lui lança un regard qui disait « Dépêche-toi de disparaître ». Jack ne voyait pas d'inconvénient à disparaître, c'était sa spécialité. Mais alors qu'il se retournait, le dessin dans sa poche bougea. Il le sentit appuyé contre sa poitrine, lui rappelant la confiance d'Emma. Il s'arrêta, sa main effleurant le papier plié, et pendant une seconde, il se laissa aller à la rêverie. Que penserait-elle si elle le voyait ici? Verrait-elle l'homme invisible ou le père qui rentrait à la maison les mains fatiguées, mais qui trouvait toujours de la place pour ses dessins sur le réfrigérateur? Les cadres se disputaient à propos des graphiques et des prévisions, leurs paroles s'élevant et s'écrasant comme des vagues contre l'acier. Jack continuait d'avancer, les yeux baissés, mais l'esprit ailleurs. Il repensait à la voix calme d'Emma ce matin-là, lorsqu'elle lui avait demandé « Est-ce qu'ils savent que tu es important, papa ?» Il avait souri, embrassé son front et répondu « Ils n'ont pas besoin de le savoir. » Mais la vérité le piquait. Dans des endroits comme celui-ci, les hommes comme lui n'étaient pas importants. Il faisait partie du décor. Il atteignit le coin le plus éloigné de la salle de réunion, où les baies vitrées encadraient les lumières de la ville comme des joyaux répandus sur du velours noir. La ligne d'horizon scintillait de richesse et d'ambition, et le reflet de Jack flottait faiblement contre elle, un manche à balai à la main. Il semblait petit, déplacé. Il y était habitué. Ce à quoi il n'était pas habitué, c'était cette soudaine tension dans l'air. La façon dont la réunion semblait prendre une tournure différente, plus vive, plus dangereuse. Il ne savait pas encore ce qui allait se passer, que dans cette même pièce, avec cette même femme à la tête de la table,
son invisibilité allait prendre fin. Il ne savait pas que le dessin plié du château de son père dans sa poche allait devenir l'arme silencieuse qui rappellerait à tout le monde, y compris à lui-même, que la dignité n'était pas quelque chose qui s'obtenait par des titres ou des costumes. C'était quelque chose qui se portait en silence, dans les cicatrices, dans l'amour. Jack serra plus fort le manche de la serpillière, redressa les épaules et se prépara à disparaître une fois de plus dans l'ombre. Il ne savait pas que dans quelques minutes, quelqu'un allait essayer de rire à propos de la mauvaise chose. Et quand ils le firent, les hommes invisibles de la salle de réunion furent enfin visibles. La salle de réunion était en ébullition. Les voix s'entrechoquaient comme de l'acier contre de l'acier. Chaque cadre était plus désespéré que le précédent à prouver sa pertinence. Les feuilles de calcul brillaient sur les écrans. Les graphiques montaient et descendaient en rouge et vert, comme le battement de cœur d'un géant mourant. Chaque fois que quelqu'un trébuchait sur ces chiffres, Victoria Cross le coupait avec la facilité de quelqu'un qui aiguise sa lame sur son échec. Elle se cala dans son fauteuil, son tailleur noir brillant sous les lumières froides, son rire aigu, sec, contrôlé. Ce n'était pas de la joie, c'était de la domination, et tout le monde autour de la table s'y pliait. Jack Carter restait dans l'ombre, un balai à la main, faisant rouler son seau sur le parquet ciré, comme s'il pouvait le protéger. Il connaissait bien ce rythme. Garder la tête baissée, être invisible. Ne pas interrompre les dieux pendant qu'ils discutaient du sort de monde qui n'avait rien à voir avec lui. Ses doigts effleurèrent inconsciemment la poche de sa veste. Il sentit le papier plié à l'intérieur, le dessin d'Emma, le château de papa, une forteresse construite avec des crayons de couleur et de l'amour. Cela le stabilisa, lui rappelant pourquoi il tolérait ces pièces où il n'avait pas sa place. Puis, Ronald Dempsey prit la parole, suffisant, les cheveux argentés, toujours penché en arrière, comme si la chaise n'existait que pour l'adorer. Il se disputait avec un autre cadre au sujet des pertes prévues lorsqu'il se pencha soudainement en avant, les lèvres esquissant d'un sourire qui n'avait rien à voir avec les chiffres. « Nous ne pouvons pas continuer à embaucher par charité, » dit-il. Son ton trahissait une cruauté nonchalante qui n'avait rien d'insouciant. C'était intentionnel. Son enfant est en éducation spécialisée, n'est-ce pas? Cela explique pourquoi il préfère passer la serpillière plutôt que de s'occuper de chiffres. Pendant un instant, personne ne bougea. Les mots restèrent en suspendus dans l'air comme un couteau tombé. Puis, la salle éclata de rire. Pas le genre de rire qui apaise, mais celui qui blesse, tranchant, acéré, destiné à couper. Les cadres ricanaient derrière leurs mains manucurées, certains plus forts que d'autres, et le rythme cruel de leur rire emplissait l'espace comme des parasites. Même Victoria souriait, bien que ses yeux clignotaient d'une manière qui trahissait quelque chose qu'elle ne voulait pas que l'on remarque. Jack se figea, serrant le manche de la serpillière jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. On l'avait déjà insulté auparavant, on l'avait rejeté, ignoré, rabaissé, il avait laissé passer parce que survivre signifiait se taire. Mais là, il ne s'agissait pas de lui, il s'agissait d'Emma, sa fille. Sa petite fille calme, brillante, extraordinaire, qui remplissait son silence de dessins plus éloquents que les mots. L'image de son visage, la façon dont elle avait murmuré « promets-le ». La nuit précédente le transperçait. Les rires s'amplifiaient. Chaque éclat de rire était un clou enfoncé plus profondément dans sa poitrine. Le dessin dans sa poche lui semblait soudain lourd, brûlant, comme si les crayons eux-mêmes brûlaient de l'insulte. Il pouvait presque entendre Emma lui poser la question qu'elle lui posait souvent lorsque les enfants de l'école se moquaient d'elle. Pourquoi rien-t-il alors que ce n'est pas drôle? Il n'avait jamais eu de réponse, mais il savait une chose maintenant. Il ne laisserait personne lui poser cette question. Pas ici, pas ce soir. Jack serra les mâchoires. Sa poitrine se souleva brusquement et pour la première fois depuis des années, il ne réprima pas sa colère. Il la laissa monter, lentement et délibérément, jusqu'à ce qu'elle atteigne sa gorge, puis il parla. Le son n'était pas fort. Il ne couvrait pas la cacophonie, mais il transperçait les rires comme une lame glissant sur de la soie. Répète ça à propos de ma fille. La pièce devint silencieuse. Les rires s'étouffèrent à mi-chemin. Les têtes se tournèrent, surprises, incrédules, que la voix venait du coin où se tenait l'homme en uniforme de concierge, tenant un balai comme une arme. Il n'avait pas besoin de frapper. Ronald cligna des yeux, son sourire narquois vacillant pour la première fois de la soirée. Jack s'avança, ni rapidement, ni imprudemment, mais avec une prestance tranquille qui fit se redresser tous les cadres dans leurs fauteuils. Son regard se fixa sur Ronald, ferme, sans ciller. Le manche de la serpillière tremblait légèrement entre ses mains, non pas de peur, mais sous la force de tout ce qu'il retenait.
Sa voix resta basse, calme, mais elle véhiculait une vérité qui ne pouvait être ignorée. « Répète ça à propos de ma fille. Personne ne rit cette fois-ci. » Le silence qui suivit n'était pas vide. Il était lourd, vivant, pesant sur chaque mur poli de cette salle de réunion. Et dans ce silence, Jack Carter n'était plus invisible. Les mots sortirent de manière ferme, sans précipitation, mais ils avaient un poids auquel personne dans cette pièce n'était préparé. Ce n'était pas le tonnerre, ce n'était pas le feu, mais du fer, froid, tranchant, délibéré. Répète ça à propos de ma fille. Les rires, qui quelques instants auparavant rebondissaient sur les murs de verre et de chrome, s'évanouirent dans un silence suffocant. Leur écho persista comme un fantôme indésirable, désormais trop honteux pour rester. Toutes les têtes autour de la table se tournèrent vers le coin, vers l'homme en uniforme de concierge qui était censé être invisible. Jack s'avança lentement, mesurément, ses bottes frappant doucement le sol poli, chaque pas plus fort que le bavardage des prévisions boursières ou des projections trimestrielles. Ses épaules étaient droites, non par arrogance, mais par quelque chose de plus profond, la défiance d'un père. Son regard se posa sur Ronald, et à cet instant, le sourire narquois s'effaça, même si ce n'était que légèrement. Ronald s'attendait à de la docilité, au genre de silence qui maintient la hiérarchie intacte. Au lieu de cela, il reçut un défi de la part du dernier homme dans le bâtiment qu'il pensait capable de résister. « Détends-toi, mon garçon », dit Ronald, d'une voix trop faible, trop désinvolte pour cacher son hésitation. C'était une blague. Jack serra les mâchoires. Il ne broncha pas, ne détourna pas le regard, n'abaissa pas la voix pour adoucir le coup. « Une blague ? Oui, dit-il d'un ton calme et assuré. C'est ce que tu racontes pour faire sourire les gens. Ce n'était pas une blague, c'était une arme. Et tu l'as dirigée contre la seule personne au monde qui donne un sens à ma vie. » Les mots ne restèrent pas simplement suspendus dans l'air. Ils le fendirent. Chaque syllabe trancha le verre et le marbre, coupant net l'illusion d'un pouvoir intouchable qui remplissait cette pièce tous les soirs. Le sourire narquois de Ronald se figea, fragile comme du verre. Quelques cadres se tortillèrent inconfortablement sur leur siège, soudainement hyper conscients de la façon dont leurs rires avaient résonné, de la cruauté avec laquelle ils résonnaient désormais dans leurs propres oreilles. À la tête de la table, Victoria Cross se pencha en arrière sur sa chaise. Son armure habituelle, un sourire narquois aussi tranchant qu'une lame de couteau, avait disparu. Pour la première fois depuis des années, ce n'était pas sa pièce, ce n'était pas son empire. L'air appartenait à Jack. Sa présence, non invitée et sans fioriture, le commandait. Jack ne s'approcha pas. Il ne brandit pas le manche de son balai comme une arme. Il n'en avait pas besoin. La force ne résidait pas dans ses mains. Elle résidait dans son immobilité. Il fixa Ronald, calme et imperturbable, jusqu'à ce que la bravade de l'homme se fissure suffisamment pour révéler l'insécurité qui se cachait derrière son costume sur mesure. L'uniforme du concierge, taché par des années de travail de nuit, prit soudain une autre dimension, celle d'une armure forgée pour survivre. Le silence s'éternisa. Personne n'osait tousser, remuer des papiers, ni même jeter un regard vers Victoria pour obtenir la permission de parler. Jack avait mis la salle à nu. Il avait rappelé à toutes les personnes assises à cette table étincelante que les titres et les salaires ne signifiaient rien face à la vérité brute. Ronald ouvrit la bouche, cherchant quelque chose d'intelligent, quelque chose de cinglant, mais aucun mot ne sortit. Il avait bâti sa carrière sur les insultes, les avait aiguisées comme des lames, mais cette fois, il avait été coupé par son propre tranchant. Et pire encore, il avait été exposé comme l'homme le plus faible. Jack poussa enfin un soupir. Pas un soupir de défaite, juste un soupir de soulagement. Il ne regarda pas les autres. Il se moquait de ce qu'ils pensaient. Ses paroles ne leur étaient pas destinées. Elles étaient destinées à Emma, à la petite fille qui, chez eux, comptait sur lui pour la protéger. À l'enfant qui dessinait des châteaux avec des crayons de couleur et croyait que son père les avait construits. Il fit un pas en arrière, le moment encore brûlant dans l'air. Sa main effleura le papier plié dans sa poche et il se sentit plus stable, plus fort. Il n'avait pas besoin de leur approbation, de leurs applaudissements, ni même de leur silence. Il avait dit ce qui devait être dit. Et en cet instant, Jack Carter, le concierge, le père célibataire, l'homme invisible, avait transformé une salle de réunion remplie de milliardaires en un public qui ne pouvait détourner le regard. Pour la première fois depuis des années, ils n'écoutaient pas des chiffres. Ils écoutaient un homme qui refusait que le nom de sa fille soit une blague. Et la salle ne l'oublierait jamais. Victoria Cross n'était pas une femme facilement déstabilisable.
Pendant des années, elle s'était aguerrie face aux adversaires les plus impitoyables du monde, menant des négociations avec des sénateurs, démantelant des milliardaires dans des salles privées et désarmant des journalistes qui brandissaient leurs microphones comme des armes chargées. Elle avait perfectionné l'art du contrôle, ne laissant jamais son souffle se couper, ne laissant jamais son ton vaciller, ne laissant jamais personne voir où finissait son armure et où commençait sa peau. Mais maintenant, en regardant le concierge debout dans sa salle de réunion, elle sentait quelque chose se serrer dans sa poitrine qu'elle ne pouvait pas vraiment nommer. Jack Carter n'avait pas élevé la voix, il n'avait pas imploré la sympathie, il n'avait même pas l'air en colère. Ce qui la bouleversait, c'était le contraire. La façon dont il se tenait, d'un calme absolu, comme si sa rage s'était transformée en quelque chose de plus aigu, de plus stable et d'infiniment plus dangereux. Il n'avait pas besoin de gesticulation, il n'avait pas besoin de bruit. Il se tenait là, dans un défi silencieux, et cela suffisait à changer l'atmosphère de la pièce. Autour de la table, les membres de son conseil d'administration s'agitaient maladroitement sur leur siège, jetant un coup d'œil à leurs notes, faisant semblant de lire des graphiques sur lesquels ils ne pouvaient soudainement plus se concentrer. Ronald, toujours aussi lâche, vêtu de soie, marmonna quelque chose à propos de la peau fine, mais sa voix était faible, fragile. Personne ne se joignit à son rire cette fois-ci. Personne n'osa le faire. Les yeux de Victoria, cependant, ne quittaient pas Jack. Il y avait quelque chose dans la façon dont il l'avait dit. « Ma fille ». Ce mot n'était pas sorti de sa bouche comme une excuse, un bouclier ou une supplication. Il avait résonné dans la pièce avec révérence, sans désinvolture, sans défensive, sacré. Une déclaration non seulement de qui elle était, mais aussi de qui il était grâce à elle. Elle se pencha lentement en avant, croisant les mains sur la table polie. Pour une fois, rejetée, son ton s'adoucit, dépouillé de l'agressivité qu'elle arborait habituellement comme un parfum. Comment s'appelle-t-elle ? Jack cligna des yeux, pris au dépourvu, la mâchoire toujours crispée, mais la voix ferme. Emma. Victoria hocha la tête une fois, non pas distraitement, mais avec précision, comme si elle le gravait dans sa mémoire, comme elle le ferait pour un détail clé dans une transaction d'1 milliard de dollars. Emma. Les syllabes eurent un poids qu'elle n'avait pas prévu, comme si la pièce avait changé autour d'eux. Elle ne savait pas pourquoi, mais ce nom lui semblait être une ancre, la reliant à la réalité d'une manière qu'aucun rapport trimestriel ou appel aux investisseurs n'avait jamais fait. La réunion reprit après cela, ou du moins tenta de reprendre. Les chiffres réapparurent sur les écrans. Les voix reprirent, mais rien ne semblait plus pareil. Les graphiques semblaient ternes, les projections creuses. Ronald s'éclaircit la gorge plus fort que nécessaire, essayant de regagner l'attention. Mais le pouvoir qu'il avait autrefois exercé avec une arrogance suffisante avait disparu, mis à nu par 5 mots prononcés par un homme que personne dans cette pièce n'avait jamais jugé digne d'être écouté. Victoria garda sa posture, son stylo à la main, et hocha même la tête à l'occasion lorsque des chiffres s'affichaient à l'écran. Mais derrière cette façade, elle était ailleurs. Ses pensées revenaient sans cesse à Jack, à la sincérité de sa voix, à la façon dont il était resté imperturbable face aux moqueries. Il n'avait pas de place à cette table, pas de titre, pas de fortune, et pourtant, sa vérité avait plus de poids que tous leurs rapports soigneusement préparés. Pourquoi ? Pourquoi cela semblait-il plus lourd que son pouvoir ? Elle avait passé sa vie à faire ses preuves, à construire des murs si hauts que personne ne pouvait les voir. Et pourtant, un homme avec un balai à la main et le nom de sa fille sur les lèvres lui avait donné l'impression qu'elle n'avait jamais vraiment compris ce que signifiait protéger quelque chose ou quelqu'un. Pour la première fois depuis des années, Victoria Cross se sentait distraite, pas par des chiffres, ni par des rivaux, mais par un homme qui était censé être invisible, et elle ne pouvait se débarrasser de cette pensée. Peut-être avait-elle passé tellement de temps à apprendre à commander une salle qu'elle avait oublié ce que cela signifiait d'être émue par une salle. L'appartement était calme, le genre de calme qui s'installe dans les murs et persiste, même lorsque la ville à l'extérieur résonne de klaxons et de sirènes. Jack déverrouilla la porte et entra, le poids de la salle de réunion encore accroché à ses épaules. Son uniforme sentait légèrement l'eau de Javel et ses mains étaient à vif à force d'avoir tenu trop longtemps le manche d'un balai. Mais ce qui le frappa le plus lorsqu'il entra, ce ne fut pas la fatigue qui pesait sur son corps, ce fut le silence. Emma était recroquevillée sur le canapé, les jambes repliées sous elle, son carnet de croquis posé sur ses genoux. La lampe à côté d'elle projetait un cercle de lumière chaude sur la page, illuminant des traînées de couleurs, des bleus, des jaunes,
des rouges profonds, ses crayons travaillant plus dur que sa voix ne l'avaient jamais fait. Elle ne leva pas les yeux lorsqu'il entra, mais Jack s'y était habitué. Elle avait appris à se réfugier dans le dessin depuis la mort de sa mère, s'y réfugiant chaque année davantage jusqu'à ce que son silence devienne son propre langage. « Salut, petite », dit Jack doucement en s'asseyant sur le bord du canapé. Sa voix était douce, mais elle semblait encore trop forte dans l'atmosphère fragile de la pièce. Elle bougea légèrement, juste assez pour lui faire comprendre qu'elle l'avait entendu. Il réessaya, plus doucement cette fois. « Tu as dessiné aujourd'hui ?» Emma acquiesça d'un signe de tête. Ses cheveux blonds tombèrent en cascade devant son visage lorsqu'elle inclina son carnet de croquis vers lui. Le dessin représentait 3 personnages, 2 debout côte à côte, se tenant la main, et un troisième un peu plus éloigné, plus petit, qui les observait. Jack sentit sa poitrine se serrer. Il n'avait pas besoin de demander qui ils étaient. Il reconnut la taille du personnage le plus grand, les épaules larges esquissées par des traits irréguliers. C'était lui. La silhouette plus petite à côté de lui, avec des tresses et des baskets qu'Emma dessinait toujours, c'était elle-même. Et la troisième, debout à l'écart, à moitié effacée dans le coin de la page, c'était Rachel, sa mère. Jack déglutit péniblement. Le chagrin s'était atténué avec le temps, mais il n'avait jamais disparu. Il le ressentait maintenant comme une contusion trop soudaine. Il repoussa une mèche de cheveux du visage d'Emma, ses doigts calleux caressant tendrement sa joue pâle. « Toi et moi, ma petite », murmura-t-il en esquissant un sourire malgré la douleur. « Pour toujours ». Elle entr'ouvrit les lèvres et, pour la première fois de la journée, il entendit sa voix. Un seul mot, fragile, mais plein d'espoir. « Promis ?» C'était le seul mot qu'elle avait prononcé de toute la journée, voire de toute la semaine. Jack eut la gorge serrée, mais il se pencha et l'embrassa sur le front. « Promis ». Elle le regarda longuement, comme pour évaluer la force de ce mot, avant de reporter son regard sur le carnet de croquis. Jack resta à ses côtés, la regardant colorier l'espace autour des personnages de tourbillons bleus. Le silence envahit à nouveau la pièce, mais ce n'était pas un silence vide. C'était leur silence partagé, lourd de non-dits. Jack se cala dans le canapé et ferma les yeux un instant. Il repensa à la salle de réunion, aux paroles cruelles de Ronald, à la façon dont sa fille avait été raillée sans même être présente. La colère couvait toujours dans sa poitrine. Mais ici, à ses côtés, il la laissa se transformer en autre chose, en détermination. Peu importait ce que le monde pensait de lui ou d'elle. Ce qui comptait, c'était ce canapé, cette lumière, cette fille qui croyait qu'il tiendrait sa parole. Dehors, la ville continuait de tourner, indifférente. À l'intérieur, Jack enlaça doucement Emma et la serra contre lui. Elle posa sa tête contre sa poitrine, son carnet de croquis glissa légèrement sur le côté, mais elle ne le lâcha pas. Il respira son parfum, le léger parfum des crayons de couleur et de l'enfance se mélangeant à l'odeur de javel qui imprégnait encore ses vêtements. Il avait promis, et il était sincère. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'était à quelle vitesse cette promesse serait mise à l'épreuve. Le lendemain apporterait des choses qu'il ne pouvait pas encore imaginer, des tempêtes qui exigeraient de lui plus que du silence et de la force. Mais pour cette nuit, dans ce petit appartement rempli du bourdonnement d'une seule lampe et du bruit des crayons sur le papier, Jack Carter protégeait sa fille. Et cela lui suffisait. Le téléphone vibra sur le comptoir, son écran s'illuminant d'un numéro inconnu. Jack y jeta un coup d'œil et faillit le laisser sonner jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Les numéros inconnus signifiant généralement des factures qu'il ne pouvait pas payer, des recouvrements auxquels il ne pouvait pas faire face ou des spams promettant de l'argent facile dont il ne voulait pas. Mais quelque chose en lui, une petite voix intérieure, le poussa à décrocher quand même. Monsieur Carter. La voix était sèche, précise, féminine, une voix habituée à attirer l'attention. Jack sentit sa poitrine se serrer dès qu'il la reconnut. Victoria Cross. Il se figea sur place, fixant l'évier rempli de vaisselle du petit déjeuner. Une assiette était en équilibre précaire au sommet de la pile. Les œufs brouillés de la veille étaient encore durs sur les bords. De l'autre côté de la pièce, Emma était assise par terre, son carnet de croquis ouvert, fredonnant doucement tandis qu'elle traçait des boucles avec un crayon bleu. La normalité de la situation, la vaisselle, les crayons, le fredonnement, contrastaient violemment avec la dureté de cette voix dans son oreille. « Oui », répondit-il prudemment, « je veux que tu viennes à mon bureau aujourd'hui. » Jack fronça les sourcils. Sa main se crispa autour du téléphone. « Si c'est à propos de la nuit dernière, c'est à propos d'Emma, » l'interrompit-elle. Ce nom le frappa comme un coup de poing dans le ventre. Il appuya sa main libre contre le comptoir. « Qu'est-ce qu'il y a avec ma fille ?»
Il y eut un silence, juste assez long pour que son pouce accélère. « Je t'expliquerai quand tu arriveras. » Puis la ligne fut coupée. Pas de revoir, pas de place pour la discussion, juste le silence. Jack raccrocha lentement le téléphone, les jointures encore pâles. La peur lui serrait la poitrine, mais la rage bouillonnait en dessous. Comment connaissait-elle le nom d'Emma? Pourquoi le mentionnait-elle comme une carte qu'elle pouvait jouer? Son instinct lui criait de tenir Emma loin de ce monde, le monde des salles de réunion raffinées et des gens qui riaient de choses qu'ils ne comprenaient pas. Mais sous la colère se cachait autre chose, la curiosité. Il ne voulait pas l'admettre. Il se tenait là, déchiré entre deux instincts. Le père qui voulait protéger et l'homme qui s'était tenu debout la nuit dernière, refusant d'être invisible. « Papa », dit-elle en se retournant. Emma était là, tirant doucement sur sa manche. Elle serrait son carnet de croquis contre sa poitrine, la page à moitié cachée. Elle le retourna timidement, révélant le dessin. Une grande femme se tenait au centre, une couronne posée de travers sur la tête. Des lignes dorées étaient griffonnées au-dessus de ses cheveux. Autour de ses pieds se trouvaient des formes qui ressemblaient à des tours, peut-être des châteaux, peut-être des gratte-ciel. Jack s'agenouilla à côté d'elle, la voix plus douce. « Qui est-ce » Emma détourna le regard. Sa voix n'était guère plus qu'un murmure. « La reine ». La couronne dessinée au crayon brillait faiblement sous la lumière du matin. Quelque chose dans la forme, dans la posture du personnage, fit penser à Jack, à Victoria Cross. La même prestance inébranlable, le même air autoritaire. Il baissa les yeux vers la petite main de sa fille, maculée de couleurs, et sentit le poids étrange de l'inévitable s'abattre sur lui. Une reine l'avait appelé, et d'une manière ou d'une autre, sa petite fille l'avait déjà fait entrer dans leur monde. Jack soupira, effleurant le bord de la page du pouce. Il voulait dire à Emma de ne pas s'inquiéter, que les reines appartenaient au comte, pas à leur vie. Mais au fond de lui, il savait qu'il ne pouvait pas refuser cette convocation. Victoria Cross avait prononcé le nom d'Emma, ce qui signifiait que la forteresse de silence qu'il avait érigée autour d'eux n'était plus suffisante. Il déposa un baiser sur le sommet de la tête d'Emma, inspirant l'odeur des crayons de couleur et du shampoing, et murmura plus pour lui-même que pour elle. On dirait qu'on a quelque chose à faire. Emma s'appuya contre lui sans répondre, reprenant doucement son chant, tandis qu'elle tournait une nouvelle page. Mais sa couronne brillait encore dans son esprit, longtemps après qu'il eut enfilé sa veste et se fut préparé pour une réunion dont il savait déjà qu'elle allait tout changer. Le bureau de Victoria était à 1000 lieues de celui de Jack, où sa maison était encombrée de crayons de couleur, de chaussures usées près de la porte et du bourdonnement constant d'un réfrigérateur qui ne fermait jamais correctement. Son espace était fait de verre et de puissance. Des baies vitrées s'étendaient derrière elle comme un décor de théâtre. La ligne d'horizon scintillait dans la lumière de midi. Les accents d'acier reflétaient le soleil en éclats brillants, et chaque surface était immaculée, polie, froide. Pas une photo, pas une image de famille, pas même une plante fanée pour suggérer que quelqu'un vivait ici. C'était moins un bureau qu'une forteresse, et s'asseoir en face de son bureau donnait l'impression de se tenir devant un trône. Jack restait près de la porte, mal à l'aise, son seau à serpillière laissé dans le couloir. Ses mains, rugueuses et agitées, restaient repliées sur ses côtés. Il n'avait pas sa place ici, et il le savait. Il s'attendait à ce qu'elle le renvoie, peut-être à ce qu'elle le mette en garde pour avoir parlé sans permission la veille, mais au lieu de cela, Victoria lui fit signe de s'asseoir dans le fauteuil en cuir en face d'elle. « Asseyez-vous ». Il ne bougea pas. Sa voix fut plus aiguë qu'il ne l'aurait voulu, tranchant l'air stérile. « Que voulez-vous à ma fille ?» La plupart des gens, lorsqu'ils sont confrontés à une telle situation, reculent, s'irritent ou répliquent pour rétablir leur domination. Victoria Cross ne fit rien de tout cela. Elle ne cligna même pas des yeux. Son expression resta impassible, son regard vif mais indéchiffrable. « Je veux la rencontrer ». Jack fronça les sourcils, pris au dépourvu. Il cligna des yeux comme pour s'assurer qu'il avait bien entendu. Pourquoi ? Victoria se cala lentement dans son fauteuil, croisant les bras sur sa poitrine. Ses mouvements étaient mesurés, délibérés, comme si chaque geste était une négociation. « Parce que hier soir, commença-t-elle d'une voix plus basse, vous m'avez fait comprendre quelque chose. » Jack attendit, silencieux, méfiant. Elle continua, le regard fixé sur la fenêtre pendant un bref instant avant de revenir vers lui. « J'ai bâti des empires, j'ai écrasé des rivaux, j'ai signé des contrats qui ont réécrit des industries entières. Les gens me regardent et voient le pouvoir. Mais quand tu as parlé d'Emma, elle fit une pause, la mâchoire serrée, les yeux brillants d'une lueur inconnue.
J'ai réalisé que je ne sais pas ce que signifie protéger quelque chose que j'aime. Jack sentit sa poitrine se serrer. Ces mots étaient étranges venant d'elle. Cette femme qui maniait le contrôle comme une arme, son instinct lui criait de se protéger pour préserver Emma de quoi que ce soit. « Elle n'est pas un cas d'étude », dit-il d'une voix ferme, presque acerbe. « Non », acquiesça Victoria rapidement, presque trop rapidement. « C'est une enfant qui mérite d'être vue. Et je pense… » Ses bras se détendirent, sa posture s'adoucit légèrement. « Je pense qu'elle pourrait m'apprendre quelque chose. » L'atmosphère de la pièce sembla s'alourdir après ces paroles, comme si elle venait d'avouer quelque chose de plus important que sa fierté ne lui permettait d'admettre. Jack ne répondit pas tout de suite. Son regard s'attarda sur elle, cherchant le piège. Il s'attendait à de la manipulation, à une autre arme déguisée en curiosité. Mais au lieu de cela, tout ce qu'il vit, ce fut de l'acier qui se fissurait. Pas qui s'effritait, mais qui se pliait juste assez pour révéler une parcelle d'humanité derrière. Il expira lentement, d'un souffle rauque. Emma n'est pas un programme scolaire. Elle n'a rien à enseigner à personne. Victoria pencha la tête. Peut-être, mais les enfants nous enseignent des choses, que nous le leur demandions ou non. Jack avait la gorge sèche. Il voulait sortir pour mettre fin à cette conversation impossible. Et pourtant, contre toute attente, la curiosité le titillait. Pas la confiance, pas encore, mais quelque chose de plus discret, de plus petit. La pensée vague et dangereuse qu'elle n'était peut-être pas là pour leur prendre quelque chose. Peut-être voulait-elle leur donner quelque chose en retour. Il bougea, toujours debout près de la porte, mais ses épaules se détendirent légèrement. Le dessin d'Emma représentant la reine avec sa couronne de travers lui revint à l'esprit sans qu'il le veuille. Il ne savait pas pourquoi, mais pour la première fois, cette image ne lui semblait pas si éloignée de la réalité. Victoria Cross était entrée dans d'innombrables pièces où l'atmosphère avait changé dès son arrivée. Les salles de réunion s'étaient figées, les journalistes avaient tendu leurs stylos, les concurrents avaient affûté leurs sourires. Mais lorsqu'elle entra dans l'appartement de Jack Carter, il n'y eut aucun changement. Seul le léger ronronnement du réfrigérateur, l'odeur de savon qui flottait encore sur la vaisselle séchant dans l'égouttoir et une petite fille assise à la table de la cuisine, entourée d'une tempête de papier d'emballage de crayons de couleur, perturbaient le silence. L'espace était modeste, presque vide, mais il semblait habité, chaleureux d'une manière que son propre penthouse n'avait jamais été. Emma était assise, la tête baissée, ses mèches blondes tombant vers l'avant, tandis que sa main traçait des traits prudents sur la page. Les crayons roulaient sur la table comme des billes, quelques-uns écrasés sous son coude. Elle ne leva pas les yeux lorsque la porte s'ouvrit, ne semblant pas remarquer l'inconnu qui se tenait là, vêtu d'un manteau sur mesure, d'une valeur supérieure au loyer que Jack avait tant de mal à payer. Jack resta près d'elle, les bras croisés, les épaules tendues. Chaque muscle de son corps était en alerte, prêt à mettre fin à cette visite au premier signe de jugement, au premier mot déplacé. Sa fille avait déjà été prise pour cible une fois, et il serait damné s'il laissait cela se reproduire dans sa propre maison. Victoria n'utilisa pas sa voix de salle de réunion. Elle ne laissa pas son autorité habituelle remplir la pièce. Au lieu de cela, elle s'accroupit lentement, s'abaissant au niveau des mâts, ses talons claquant une fois contre le carrelage avant de se mettre en équilibre sur la pointe des pieds. Le sol était collant dans un coin, mais elle s'en moquait. Elle ne regardait ni Jack, ni l'espace autour d'eux, mais directement la petite fille, dont le silence semblait plus lourd que les murs de l'appartement. « Que dessines-tu » demanda-t-elle d'une voix douce, dépourvue de l'agressivité qu'elle affichait habituellement. Le crayon d'Emma s'arrêta pendant une fraction de seconde. Elle ne répondit pas, mais après un long moment, elle fit glisser le papier vers l'avant. Le regard de Victoria se posa sur le croquis, et pour la première fois depuis des années, elle sentit sa gorge se serrer. La page montrait 3 personnages dessinés d'un trait irrégulier, mais assuré. Cette fois-ci, ils n'étaient pas éloignés les uns des autres, ils n'étaient pas fragmentés ni repoussés dans les coins. Tous 3 se tenaient ensemble, main dans la main. Victoria cligna des yeux, la poitrine serrée à un endroit qu'elle croyait fermé depuis longtemps. « C'est moi ?» demanda-t-elle, la voix presque inaudible. Emma leva la tête juste assez pour croiser le regard de Victoria. Elle fit un petit signe de tête, à peine perceptible, mais indéniable. Jack retint son souffle, ses bras, toujours croisés, tombèrent mollement le long de son corps. Il n'avait vu Emma inviter personne dans ses dessins depuis la mort de Rachel. Ces pages étaient remplies d'espaces vides, de silhouettes lointaines se tenant seules, de mondes où il manquait toujours quelqu'un. Mais ici, à l'aide de tresses de crayons tremblants,
Sa fille avait donné à une étrangère une place à ses côtés. Victoria leva les yeux vers Jack et il vit dans son regard quelque chose qu'il ne s'attendait pas à voir. Ce n'était ni de la fierté, ni du pouvoir, ni du calcul. C'était de l'humilité, de la vulnérabilité même. Pour une fois, sa présence ne remplissait pas la pièce d'une pression. Au contraire, elle l'adoucissait. Elle n'avait pas besoin de contrôle ici. Elle n'avait pas besoin d'un titre ou d'argent pour s'ancrer. Son pouvoir venait de l'écoute, de l'humilité, du fait de laisser une enfant l'entraîner dans un monde où l'appartenance se gagnait, ne s'achetait pas. Le silence s'étirait, mais ce n'était pas le silence étouffant auquel Jack était habitué. Il était plein, vivant, vibrant d'une chose inexprimée mais indéniable. Pour la première fois, Victoria Cross n'était pas une reine derrière une couronne de tours de verre. Elle était simplement une femme vue par un enfant. Et pour Jack, c'était la chose la plus inattendue de toutes. Le couloir sentait le désinfectant au citron et l'ambition. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus de leur tête, et les déclarations de mission encadrées sur les murs reflétaient, comme de petits miroirs, tous ceux qui passaient. Jack poussait son seau à balai dans le couloir avec l'économie acquise par l'habitude de quelqu'un qui se déplaçait silencieusement dans la vie des autres. La plupart du temps, il gardait la tête baissée, avait appris l'art de se rendre invisible, la technique de survie qui consistait à se rendre aussi insignifiant qu'une éraflure sur le sol. Mais aujourd'hui, le bâtiment semblait différent, plus tendu, comme un poing serré autour de la gorge de la ville. Et il le sentait dans la façon dont les gens jetaient des regards par-dessus leur épaule, comme s'ils s'attendaient à une tempête. Ronald Dempsey trouvait les tempêtes délicieuses. Il se nourrissait du malaise des autres, transformant les petites cruautés en capital social. L'homme se tenait au bout du couloir, un sourire narquois sur les lèvres, entouré d'un nuage de parfum et d'arrogance, tournant autour d'un groupe de cadres moyens comme un faucon tourne autour de ses proies. Son rire flottait dans l'air, ridicule et aigu. « Vous savez », disait-il d'une voix suffisamment forte pour que les bureaux voisins l'entendent. « Nous devrions vraiment réfléchir à ces embauches caritatives. Elles sont excellentes pour les relations publiques. Mais soyons honnêtes, en termes de résultats, le type qui passe la serpillière ne fait pas vraiment bouger les marchés. Quelques rires nerveux, du genre de ceux que les gens font pour atténuer leur peur. » Jack ralentit le pas. Il ne voulait pas attirer l'attention, il ne l'avait jamais voulu. Il continua d'avancer, nettoyant la jointure invisible le long des plaintes. Mais Ronald se retourna, lançant une pique avec la précision d'un tyran expérimenté. « Peut-être que sa fille ne parle pas parce qu'elle sait que son père n'est qu'un concierge, » ricana Ronald. Et le couloir éclata à nouveau de ce rire cristallin, rapide, aigu, un son destiné à clouer quelqu'un au sol. Ces mots frappèrent Jack comme une main froide sur la colonne vertébrale. Le visage d'Emma lui revint à l'esprit. Ses petits sourires secrets, la façon dont elle pressait les crayons sur le papier, comme si elle traduisait un langage secret. Quelque chose en lui se noua. Il sentit remonter en lui le vieux réflexe du silence, celui qui lui avait permis de payer son loyer et de garder la tête intacte. Il ouvrit la bouche, la referma, choisit de garder les épaules droites. C'est alors que l'atmosphère du couloir se tendit. La plaisanterie flottait encore dans la lumière électrique lorsqu'un son la trancha, clair, contrôlé et définitif. « Répète ça ». Les têtes se tournèrent, les conversations s'éteignirent en plein milieu. Au bout du couloir, telle une lame sortant de son fourreau, Victoria Cross se tenait debout, encadrée par la vitre et la ligne d'horizon. Ses talons aiguilles claquaient avec un rythme presque chirurgical, frappant le carrelage comme des ponctuations. Elle avait tout d'une vedette. Elle était devenue raffinée, exigeante, dangereuse. Mais il y avait autre chose dans ses yeux maintenant. Un feu qui n'appartenait pas à la stratégie d'entreprise. Il appartenait à quelqu'un qui avait été piqué et qui avait décidé de riposter avec une arme différente. Ronald cligna des yeux, son assurance habituelle vacillant. « Victoria, dit-il, trop doucement, trop rapidement. Nous étions juste... » Elle ne le laissa pas terminer. Elle marcha vers eux, chaque pas réduisant son sourire narquois. Lorsqu'elle atteignit le groupe de costumes, elle n'éleva pas la voix. « Elle n'avait pas besoin de se moquer de l'homme si vous voulez, dit-elle. » Des mots pesés comme dans un discours juridique, mais plus froid. « Mais si vous mentionnez encore une fois sa fille, je vous démolirai si complètement que vous devrez chercher sur Google comment s'écrit le mot « emploi ». Ce n'était pas une menace qui reposait sur la bravade. C'était le genre de phrase qui faisait mouche parce que la femme qui la prononçait avait les moyens de faire appel à toutes ses relations, d'utiliser tous ses leviers et de faire disparaître une carrière. Le silence la suivait comme une ombre.
Les rires s'évanouirent, remplacés par le bruissement des boutons de manchette et le bruit de quelqu'un ravalant sa fierté. Les gens regardaient Ronald et Victoria comme s'ils assistaient à la fois à une exécution publique et à un sauvetage. Jack resta immobile, le manche de la serpillière dans les mains comme un bâton. Il croisa le regard de Victoria et, pendant un instant, tout le reste devint flou. Le couloir, les néons, les déclarations de mission encadrées. Il ne voyait plus la PDG, mais la femme qui s'était agenouillée dans son appartement et avait demandé à sa fille ce qu'elle dessinait, la femme qui avait écouté. Ronald était devenu livide, la bouche ouverte dans une surprise lente et boudeuse, comme si quelqu'un lui avait retiré son script en plein milieu de la représentation. Il tenta sans grâce de rire, mais cela ressemblait plutôt à une quinte de toux. Nous plaisantions. La voix de Victoria était calme, ce qui ne faisait qu'empirer les choses. Une colère des plus douces. « Ce n'est pas le lieu pour des blagues privées sur les familles, dit-elle. Contentez-vous de commenter les chiffres. » La foule se dispersa comme une école embarrassée. Les épaules voûtées, les conversations détournées, la fanfaronnade remplacée par la démarche prudente et châtiée de personnes à qui l'on avait rappelé qu'elles étaient mortelles. Jack sentit son cœur battre, une nouvelle stabilité inconnue sous ses côtes. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un se tienne à ses côtés. Pas vraiment, mais elle était là, une reine sans couronne. Et elle avait choisi de défendre ce qui, jusqu'à ce matin, n'était qu'un dessin au crayon glissé dans sa poche. Il réalisa alors qu'être vu pouvait être à la fois dangereux et bienveillant. Il roula son seau, le grincement discret de sa roulette résonnant soudain comme une victoire. Le nom d'Emma flottait dans le couloir comme un bouclier, et pour la première fois depuis des années, Jack Carter se sentit moins comme un homme invisible et plus comme quelqu'un qui appartenait à quelque chose qui valait la peine d'être protégé. L'appartement semblait plus lourd que d'habitude ce soir-là, même si rien n'avait changé. La même lueur de la vieille lampe dans le coin, le même bourdonnement du réfrigérateur, la même pile de linge sale qui attendait dans un panier qu'il se promettait sans cesse de vider. Mais Jack restait éveillé sur le canapé, les yeux fixés au plafond, incapable de se vider l'esprit. Il repassait sans cesse le son de la voix de Victoria dans le couloir. La façon dont elle s'était retournée contre Ronald avec une virulence qui avait fait taire tout l'étage. Ce n'était pas seulement de la virulence, c'était de la fureur. Pas contre lui, pas contre sa position, mais au nom d'Emma. Il retournait ce moment dans tous les sens, comme une pierre entre ses mains, essayant d'en comprendre le poids. Pourquoi était-ce si important pour elle? Pourquoi était-il si important? Les hommes comme lui n'étaient pas défendus dans les tours de verre, ils étaient tolérés, ignorés, rejetés. Pourtant, lorsque le nom d'Emma avait été craché dans les airs comme une blague, c'était Victoria qui l'avait rejeté. À côté de lui, Emma remua dans son sommeil. Elle s'était endormie plus tôt, blottie contre son bras, son carnet de croquis posé sur ses genoux jusqu'à ce qu'il glisse sur le sol. Il le ramassa, essuya les miettes sur la couverture et l'ouvrit délicatement. Le dernier dessin était plus simple que les autres, juste deux personnages côte à côte, et un troisième un peu derrière eux qui les observait. Il n'avait pas besoin de se demander qui elle avait rencontré. Il avait déjà vu ce personnage, esquissé à peine, mais cette fois-ci, elle n'était pas aussi loin. La voix d'Emma rompit le silence, douce et faible, s'élevant de ses demi-rêves. Elle était bruyante, murmura-t-elle, les yeux toujours fermés. Jack se tourna et écarta doucement ses cheveux de son front. Qui était bruyante? Ses lèvres esquissèrent un léger sourire. La reine, mais bruyante sans danger. Jack sentit sa poitrine se serrer. Bruyante, sans danger. Il répéta ces mots à voix basse, laissant leur poids s'imprégner en lui. Emma, qui détestait le bruit, qui sursautait au rire blessant, avait trouvé du réconfort dans la voix la plus aiguë du bâtiment. Il sourit doucement en lui caressant les cheveux. Fort et rassurant, répéta-t-il. Mais lorsque sa respiration redevint profonde et que le rythme du sommeil la reprit, les pensées de Jack refusèrent de s'apaiser. Il fixa à nouveau le plafond, son esprit revenant sans cesse aux yeux de Victoria. Pas le feu lorsqu'elle avait menacé Ronald, mais l'instant d'après, lorsqu'elle l'avait regardé, calme, sans ciller, comme s'il n'était pas l'homme avec un seau à balai dans le coin, mais quelqu'un qu'elle respectait vraiment. Cela l'avait bouleversé plus que les paroles de Ronald n'auraient jamais pu le faire. Il ne savait pas si c'était de la confiance. Il ne savait même pas s'il avait le droit de l'appeler ainsi. La confiance était un langage qu'il n'avait pas parlé depuis des années, pas depuis la mort de Rachel, et le monde exigeait qu'il devienne tout à la fois. Mère, père, protecteur, pourvoyeur. Chaque promesse qu'il faisait était gravée dans l'épuisement. Chaque sourire pour Emma masquait un chagrin qui ne guérissait jamais complètement.
La confiance était un mot trop cher pour quelqu'un comme lui. Et pourtant, quelque chose dans la façon dont Victoria avait prononcé le nom d'Emma, la façon dont elle s'était avancée sans hésitation, avait ouvert une porte qu'il pensait avoir verrouillée. Il sentit une petite lueur, timide et réticente, entre la colère et l'épuisement, quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. Jack se tourna sur le côté, écoutant la douce respiration d'Emma. Il tendit la main et la posa légèrement sur son carnet de croquis, s'ancrant dans les pages remplies de ses couleurs, de ses mondes, de son calme. « C'est sûr et fort », murmura-t-il à nouveau, un demi-sourire se dessinant sur ses lèvres. Ce n'était peut-être pas de la confiance, pas encore, mais c'était quelque chose, une graine plantée dans le sol le plus improbable, son silence, son feu. Et dans un monde où il avait depuis longtemps cessé d'espérer que quoi que ce soit puisse pousser, cette pensée le troublait suffisamment pour le tenir éveillé jusqu'à ce que les premières lueurs grises du matin effleurent les stores. Jack faillit dire non. Toutes les raisons s'alignaient clairement dans son esprit. Le loyer à payer dans 2 semaines, le col effiloché de sa seule chemise présentable, le fait qu'une salle de bal remplie de robes en soie et de boutons de manchettes en diamant n'avait rien à voir avec lui. Mais Emma l'avait regardé avec de grands yeux suppliants et lui avait murmuré un seul mot qu'elle n'utilisait presque jamais. « S'il te plaît ». Sa voix, fragile et assurée, avait suffi à dissiper ses hésitations. Il ne pouvait pas dire non, pas à cela. La nuit du gala arriva, enveloppée de paillettes. Les lustres brillaient comme des constellations emprisonnées dans du cristal, leurs reflets se dispersant sur les murs en or poli et en verre. La musique d'un quatuor à cordes résonnait dans un coin, douce et maîtrisée, se mêlant au tintement des flûtes à champagne et aux rires raffinés de personnes qui se mesuraient à l'aune de leur portefeuille. Jack se tenait à l'écart, le bras raide, tandis qu'Emma s'accrochait fermement à lui, sa petite main agrippant sa manche comme une bouée de sauvetage. Sous son autre bras, elle serrait son carnet de croquis contre sa poitrine comme un bouclier. Il restait en retrait, les guidant à travers le tourbillon de paillettes et de bavardages, sentant le regard des étrangers glisser sur lui et le rejeter tout aussi rapidement. Ses vêtements, soignés mais ordinaires, se détachaient dans cette mer d'élégance sur mesure. Il se rappela que cela n'avait pas d'importance. Emma voulait être là, cela suffisait. Puis, telle une ombre s'approchant trop près, Ronald apparut. Son costume était impeccablement coupé. Sa cravate brillait faiblement. Son sourire narquois était le même que Jack avait vu trop souvent auparavant. La voix de Ronald, assez basse pour être entendue, mais suffisamment forte pour piquer, était empreinte de moquerie. Amener le personnel pour qu'il se mêle aux gens de haute naissance. Comme c'est pittoresque. Ces mots le frappèrent comme une gifle. Jack serra les mâchoires, sa main se crispant protectivement vers l'épaule de sa fille. Il ouvrit la bouche, prêt à lancer la réplique cinglante qui montait dans sa poitrine quand Emma le surprit. Elle s'avança, petite et sûre d'elle, son carnet de croquis serré dans ses 2 mains. Sans un mot, elle tourna une page et la tendit à Ronald. Le dessin était indubitable. Ronald avait dessiné au crayon, petit et insignifiant, dans un coin d'une pièce. Autour de lui se dressaient d'autres personnages, sans visage, plus grands, plus forts. Sa silhouette était minuscule, réduite à une simple tache insignifiante dans les marges de la page. Pendant un instant, Ronald resta immobile. Il fixa le papier, les lignes moqueuses de la vérité enfantine, et son sourire narquois s'estompa. Les rires cessèrent, les conversations se sont espacées, les têtes se sont tournées, le courant du gala se déplaçant vers le drame silencieux au bord de la pièce. Jack eut le souffle coupé. Sa fille, qui parlait à peine, qui laissait les crayons et le silence être son langage, venait de frapper plus fort qu'il ne pourrait jamais le faire avec des mots. Sa main s'est posée près de son épaule, non pas pour la ramener cette fois-ci, mais par admiration. De l'autre côté de la salle de bal, Victoria Cross observait la scène depuis sa position privilégiée près de la scène. Son regard s'attarda sur la jeune fille, sur le dessin, sur la façon dont l'arrogance de Ronald s'était effondrée sous le poids du silence. Puis elle sourit lentement. Ce n'était pas son sourire de salle de réunion, celui destiné à déstabiliser ses rivaux, mais un sourire faible, discret, presque respectueux. Emma baissa son carnet de croquis, le visage impassible, et revint aux côtés de Jack. Elle ne dit pas un mot, elle n'en avait pas besoin. La salle l'avait déjà entendue haut et fort. Jack se pencha vers elle et lui murmura à l'oreille pour qu'elle seule puisse l'entendre. « Tu n'as rien dit », murmura-t-il, « mais tu as tout dit. » Elle leva les yeux vers lui avec un léger sourire. Et dans cette salle scintillante, pleine de bruit et de puissance,
C'est la personne la plus silencieuse qui a laissé la marque la plus profonde. L'air nocturne à l'extérieur de la salle de bal était plus frais que prévu. Une douce brise apportait le parfum léger de la pluie qui était tombée plus tôt dans la ville. Le vrombissement des moteurs au loin et le claquement occasionnel d'une portière de voiture résonnaient dans le parking presque vide. Les talons de Victoria claquaient sur le trottoir, mais le rythme était différent maintenant, plus lent, moins semblable à un battement de tambour autoritaire et davantage à celui d'une femme qui prend son temps, réticente à voir la nuit se terminer. Jack marchait à ses côtés, sa veste repliée sur un bras, Emma serrant sa main de l'autre côté. L'enfant appuyait sa tête contre son bras. Son carnet de croquis glissait sous son coude comme s'il s'agissait d'un objet sacré. Jack remarqua que les épaules de Victoria étaient plus basses que d'habitude. Sa colonne vertébrale était moins rigide, et sa voix, lorsqu'elle finit par parler, était plus douce. « Je déteste ces gars-là », avoua-t-elle soudainement, d'un ton sans agressivité ni stratégie. Jack tourna la tête, surpris par cette honnêteté. « On aurait dit que vous étiez la reine de la salle. » Un petit rire lui échappa, faible et presque amer. « C'est le truc. Quand on porte la couronne assez longtemps, les gens arrêtent de demander si ça fait mal. » Ils s'arrêtèrent sous un lampadaire, dont la lueur baignait leur visage d'une lumière ambrée et chaleureuse. Jack l'observa. La PDG, au caractère bien trempé, qui avait fait taire Ronald, qui tenait des entreprises entières dans le creux de sa main, semblait soudain humaine. Ce soir, son armure présentait des fissures, des fractures fines qu'il n'avait jamais remarquées auparavant, et à travers elles, quelque chose de plus doux brillait. « Alors pourquoi le faire ?» demanda-t-il. La question était sans jugement, juste de la curiosité. Le regard de Victoria se posa sur le trottoir. Elle hésita. Le silence s'étira entre eux jusqu'à ce que Jack pense qu'elle allait se réfugier à nouveau derrière son masque. Mais sa voix finit par sortir, calme, tremblante, parce que je pensais que si je contrôlais tout, peut-être que personne ne remarquerait que je ne savais pas aimer correctement. Cette confession le frappa plus fort qu'il ne l'avait prévu. La vérité se cachait sous l'Empire, la douleur sous la couronne. Il ouvrit la bouche pour parler, mais avant qu'il ne puisse le faire, une traction sur sa manche attira son attention. Emma se tenait entre eux, les yeux brillants à la lumière de la lampe, tendant une page de son carnet de croquis. Victoria cligna des yeux tandis qu'Emma lui mettait le dessin dans les mains. Une reine se tenait au centre, sa couronne légèrement inclinée, imparfaite, mais sa bouche esquissait un sourire. Autour d'elle, deux silhouettes se tenaient près d'elle, l'une grande, l'autre petite, les mains tendues non pas vers la couronne, mais vers elle. Victoria se figea, fixant la page comme si c'était un miroir dans lequel elle n'avait jamais osé se regarder. Ses yeux brillaient, le contrôle qu'elle exerçait si fermement sur elle-même lui échappait. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Jack jeta un coup d'œil au dessin, puis revint vers Victoria. Sa voix était douce, assez basse pour se fondre presque dans le brouhaha de la ville qui les entourait. Elle voit plus que la plupart des gens. Victoria déglutit, la gorge serrée, luttant pour se calmer. Finalement, elle acquiesça, sa voix n'étant qu'un murmure, empreint d'une émotion rare, de vulnérabilité, son père aussi. Le silence qui suivit n'était pas vide. Il était rempli de l'honnêteté qu'elle avait autorisée, du cadeau qu'Emma lui avait fait, du fragile pont qui se construisait dans l'air frais de la nuit. Pour la première fois, Victoria Cross n'était pas une PDG, ni la femme intouchable dans sa tour de verre. Elle était simplement une femme sans masque, debout dans un parking avec un concierge et sa fille, serrant dans ses mains un dessin qui osait la voir comme plus que la couronne qu'elle portait. Et Jack, pour la première fois depuis des années, ressentit le réveil de quelque chose qu'il pensait avoir enterré depuis longtemps, la confiance. Les murmures ont commencé, serpentant dans les couloirs polis et résonnant dans les appels téléphoniques tardifs entre les directeurs qui ne manquaient jamais une occasion de mesurer la faiblesse. Une PDG vue trop souvent avec un concierge, le nom d'un enfant murmuré dans des cercles qui se nourrissaient de spéculations. Non professionnel, murmurait-il, une image dangereuse, un handicap pour les actionnaires. Pour les hommes et les femmes qui négociaient autant la perception que le profit, cette histoire n'était pas seulement un ragot, c'était une menace. Greg Alverson a délivré le message sans détour, comme toujours. Responsable des relations publiques depuis 12 ans, Greg était un homme aux cravates impeccables et au sens encore plus impeccable du sang dans l'eau. Il se tenait dans le bureau de Victoria cet après-midi-là, le dos raide, la voix sèche. Les murs de verre autour d'eux reflétaient la ligne d'horizon, la ville s'étendant à l'infini en quadrillage régulier. Mais ses yeux,
n'était rivé que sur elle. Vous avez bâti cet empire sur la précision, dit-il froidement. Chaque ligne de votre vie est mesurée, calculée. Maintenant, vous risquez tout pour la fille d'un concierge. Victoria s'assit derrière son bureau, le cuir de sa chaise grinçant lorsqu'elle se pencha en arrière. Elle serra les mâchoires, mais sa voix était calme. Elle s'appelle Emma, ricana Greg, les lèvres retroussées. Et Emma n'a pas sa place dans nos gros titres. Tu sais comment ça marche. Ce genre d'histoire prend de l'ampleur. Retire-toi avant que ça n'explose. Le bureau resta silencieux pendant un long moment. Le genre de silence qui donnait généralement du pouvoir à Victoria, le poids de ses décisions pesant sur quiconque était assis en face d'elle. Mais aujourd'hui, c'était elle qui était sous pression. Elle tourna sa chaise vers les grandes fenêtres et fixa les tours de verre qui percèrent le ciel de l'après-midi. Elle s'était inclinée devant cette vision pendant des années, laissant l'argent et l'image lui dicter qui elle était censée être. Elle s'était construit une forteresse que personne ne pouvait franchir. Mais alors que les mots de Greg résonnaient dans l'air pour la première fois, elle se posa une question qu'elle ne s'était jamais autorisée à se poser. Qu'est-ce qui m'importe vraiment? Les pas de Greg finirent par s'estomper, ses avertissements s'évanouirent comme de la fumée, mais ses paroles restèrent gravées dans son esprit, et, le soir venu, elles la conduisirent dans un endroit où elle n'avait pas prévu d'aller. L'appartement de Jack n'avait rien à voir avec son bureau. Le couloir sentait légèrement le vieux nettoyant pour tapis, et la peinture de la porte était écaillée près de la poignée. Elle hésita avant de frapper, faillit faire demi-tour, mais quelque chose de plus fort que sa fierté la retint sur place. Lorsque la porte s'ouvrit, Jack la regarda avec une surprise discrète. Il ne lui demanda pas pourquoi elle se tenait sur le seuil, ses talons claquant sur le sol éraflé. Il se contenta d'attendre. « Ils veulent que je m'en aille », admit-elle d'une voix basse, dépourvue de son habituelle fermeté. Jack l'observa, le visage impassible, mais son silence n'était pas froid. Il était patient, imperturbable. Finalement, il demanda « Et que veux-tu » La question fut plus dure que les menaces de Greg, plus dure que tous les gros titres qu'elle pouvait imaginer. Que voulait-elle? Pendant des années, la réponse avait été facile. Le pouvoir, le contrôle, la victoire. Mais debout là, avec le léger bourdonnement de son appartement derrière lui, le carnet de croquis posé sur la table juste à l'intérieur, elle sentit sa gorge se serrer. « Je pense, » dit-elle en déglutissant péniblement, baissant les yeux pour la première fois depuis des années. « Je pense que je veux rester. » Le regard de Jack s'adoucit légèrement, le poids de ses mots s'insinuant entre eux. Pour une fois, elle n'était pas la PDG qui commandait des industries entières. Elle n'était pas la reine qui portait la couronne jusqu'à en avoir le cuir chevelu en sang. Elle n'était qu'une femme debout devant l'appartement d'un concierge, admettant qu'elle voulait quelque chose de réel. Et dans le silence qui suivit, elle réalisa à quel point cela la terrifiait et à quel point c'était important. Le ronronnement du réfrigérateur remplissait la petite cuisine, toile de fond constante à cette heure tardive. La lumière du plafond était faible, clignotant légèrement, comme si elle aussi portait la fatigue de la journée. Jack était assis à la table en bois abîmé, une tasse de café ébréchée refroidissante entre ses mains. En face de lui, Victoria était assise plus droite que la chaise ne le méritait, son chemisier toujours impeccable malgré la longue soirée. Mais quelque chose dans sa posture s'était adouci. Pour une fois, elle n'était pas dans sa tour de verre. Elle était là, dans sa cuisine exiguë, attendant. Les mains de Jack se crispèrent autour de la tasse, sa mâchoire travaillant comme s'il luttait avec des mots trop lourds à prononcer. Pendant des années, il les avait enfouis sous la routine, en nettoyant les sols, en préparant les repas, en pliant les vêtements d'Emma, en rafistolant les bords de leur vie. Mais maintenant, sous le regard fixe de Victoria, les mots lui venaient. Elle s'appelait Rachel, commença-t-il doucement. Les syllabes tremblaient, comme si prononcer son nom à voix haute était une porte qu'il n'avait pas osé ouvrir depuis des années. La mère d'Emma. Victoria ne l'interrompit pas. Elle se contenta d'acquiescer d'un signe de tête, le regard fixe, l'invitant à continuer. Elle aimait la musique, dit-il. Pas seulement l'écouter. Elle vivait dans la musique. Elle me taquinait en disant que je jouais du piano comme si les touches me devaient des excuses. Il sourit faiblement, puis son sourire s'effaça. Elle riait de tout, même quand nous n'avions rien, surtout à cette époque. Sa voix se brisa et il laissa échapper un soupir qui ressemblait davantage à une confession. La nuit où Emma est née, quelque chose s'est mal passé. Rachel, sa gorge se serra et il pressa une main contre sa bouche pour se stabiliser. Elle n'a pas survécu. Le silence qui suivit n'était pas gênant. Il était respectueux. Les yeux de Victoria s'adoucirent, mais elle n'essaya pas de remplir le vide avec des mots. Jack continua, la voix rauque. «
Je me suis assis à côté de son lit d'hôpital, Emma dans les bras, et j'ai promis à Rachel que je l'élèverais avec de la musique et de la douceur, que je ne laisserais jamais le monde la rabaisser. Mais la vérité, c'est que ses épaules tremblèrent une fois. J'ai failli craquer. Je pensais qu'elle méritait mieux qu'un père qui gagne sa vie en nettoyant des sols. Je pensais qu'un jour, elle me regarderait et ne verrait en moi qu'un échec. Il baissa les yeux vers la table, la honte lui pesant sur les épaules. Victoria se pencha en avant, la voix ferme et inébranlable. Elle n'a pas besoin d'un PDG, Jack. Elle n'a pas besoin de quelqu'un de parfait. Elle a besoin de toi. Ces mots ont eu le poids de la vérité, et quelque chose s'est brisé en Jack. Ses yeux brûlaient, non pas de colère, mais de soulagement. Dans le salon, Emma s'est agitée sur le canapé. Elle s'est retournée dans son sommeil, sa petite voix flottant dans la cuisine comme une bénédiction. « En sécurité », a-t-elle murmuré avant de replonger dans ses rêves. Jack ferma les yeux, la poitrine douloureuse. Il n'avait pas réalisé à quel point il avait besoin d'entendre ce mot de sa bouche. Victoria tendit alors la main par-dessus la table, effleurant la sienne. Ce n'était ni dramatique, ni forcé. C'était simple, humain. Son contact était chaleureux, rassurant. Et pour la première fois depuis la mort de Rachel, Jack ne se retira pas. Il laissa quelqu'un d'autre partager le poids qu'il avait porté seul pendant trop longtemps. Le silence qui suivit n'était plus pesant. Ce n'était pas le silence du chagrin ou de la solitude. C'était un silence rempli de souffle, de présence, d'apaisement. Jack se cala dans son siège, sa main toujours posée sur la sienne, et se laissa croire, l'espace d'un instant, que les promesses faites dans les chambres d'hôpital pouvaient encore être tenues. Et peut-être, juste peut-être, qu'il n'avait pas à les tenir seul. La photo se répandit plus vite qu'un feu de forêt, plus vite que la rumeur, plus vite que la vérité ne pouvait jamais la rattraper. Une image granuleuse de Victoria Cross, debout à l'extérieur du gala, la tête penchée en arrière dans un éclat de rire, Jack à ses côtés, sa veste repliée sur le bras. Ce n'était pas intime, pas vraiment. Mais le moment, l'angle, le sourire, tout cela suffisait à enflammer les tabloïds avides de scandale. Au matin, les gros titres faisaient la une des magazines sur papier glacé et des écrans de téléphone lumineux. Le PDG tombe amoureux de la gardienne. En quelques heures, les retombées ont commencé. Les investisseurs ont convoqué des réunions d'urgence, leur voix polie empreinte de fureur. Une image inacceptable, s'écriait-il, imprudente. Les journalistes campaient devant le bâtiment, armés de longs objectifs et de micros impatients. Chaque entrée était bondée de questions criées. Pendant ce temps, Ronald, toujours prêt à jeter de l'huile sur le feu, glissait des notes privées à la presse. Des phrases sur la fraternisation non professionnelle et les responsabilités potentielles présentaient soudain Jack comme une distraction, une menace pour l'empire que Victoria avait bâti. Brique après brique, Jack sentait le sol se dérober sous ses pieds. La forteresse tranquille qu'il avait essayé de construire autour de la vie d'Emma semblait soudainement fragile, déchiquetée par les caméras et les chuchotements. Il se moquait que son nom fasse la une des journaux, mais Emma, sa fille, qui vivait dans le silence à travers ses dessins, n'était pas faite pour supporter ce genre d'attention. Ils faisaient les 100 pas dans leur petit appartement, les mains tremblantes, tandis qu'il regardait Victoria de l'autre côté de la table usée. « Tu n'as pas à nous protéger, dit-il finalement, la voix brisée par le poids de ses mots. Nous disparaîtrons, c'est ce que nous faisons le mieux. Je peux l'emmener ailleurs, dans un endroit où personne ne connaîtra jamais nos noms. Tu n'as pas besoin de tout risquer pour nous. » Les yeux de Victoria brûlaient d'une flamme féroce et inébranlable. Elle secoua lentement la tête, délibérément. « J'en ai fini avec les disparitions. » Ces mots le laissèrent sans voix. Pendant des années, Jack l'avait observée dans les gros titres, dans les salles de réunion, toujours posée, toujours calculatrice. Mais à cet instant, elle était dépouillée de toutes ses couches de performance. Elle n'était plus la reine et la couronne. Elle n'était plus la PDG avec des gratte-ciel sous ses ordres. Elle était simplement une femme qui choisissait de ne plus se cacher. Le lendemain matin, la conférence de presse attira la plus grande foule que le bâtiment ait jamais vue. Les caméras s'alignaient en rang comme une armée, les objectifs polis et impitoyables. Les microphones se penchaient en avant comme des bouches affamées attendant de dévorer ses paroles. Le personnel chuchotait nerveusement dans les coulisses, se demandant si leur chef avait finalement craqué. Jack se tenait près du bord de la pièce, la main d'Emma dans la sienne, le cœur battant si fort qu'il était certain qu'on pouvait l'entendre. Il s'attendait à ce que Victoria apparaisse dans son armure, avec un maquillage impeccable, un costume si élégant qu'il pourrait trancher les critiques. Mais lorsqu'elle apparut, la salle retint son souffle. Elle ne portait ni maquillage ni masque soigneusement orchestré. Ses cheveux noirs étaient simplement attachés dans la nuque,
Son tailleur était sobre, son visage dépourvu de maquillage. Elle se dirigea vers le podium et posa ses mains à plat sur sa surface. Les flashs explosèrent, la lumière était crue et implacable. Elle ne broncha pas. « Oui », commença-t-elle d'une voix claire, tranchant le chaos. « Je passe du temps avec Jack Carter. » Ces mots frappèrent comme une pierre jetée dans un lac silencieux. Les appareils photo cliquaient frénétiquement. « Oui, je me soucie de sa fille. » Son regard balaya la foule, ferme, sans honte. « Et si cela me rend moins digne d'être PDG à vos yeux, alors peut-être avez-vous oublié ce que signifie réellement le leadership. » La salle fut plongée dans un silence stupéfait, les journalistes s'empressant d'enregistrer chaque mot. Certains haletèrent, d'autres chuchotèrent furieusement, mais personne n'osa l'interrompre. Jack observait depuis le côté, les petits doigts d'Emma serrant sa main. Il sentit sa poitrine se serrer, comme si quelqu'un y avait creusé un espace dont il ignorait l'existence. Victoria venait de risquer son empire pour eux, pour Emma, pour lui. Dans cette tempête aveuglante d'appareils photo et de questions, Jack Carter réalisa qu'il n'était plus invisible. Et Victoria Cross, pour la première fois, semblait plus puissante que jamais avec sa couronne de verre, car elle se tenait désormais sans elle. La tempête qui suivit la conférence de presse ne passa pas. Elle s'amplifia. Les actions chutèrent ainsi brutalement que les gros titres les imprimèrent en rouge. Les éditoriaux ont descendu Victoria avec une précision suffisante, la qualifiant d'imprudente, d'irresponsable, d'instable. Des manifestants se sont rassemblés devant la tour de verre avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Protéger les actionnaires, pas les concierges ». Jack a fait de son mieux pour éloigner Emma du bruit afin de la protéger d'un monde qui semblait soudainement plus dur, plus bruyant, plus dangereux. Mais la vérité les encerclait déjà comme des loups attendant une faille. L'Assemblée des actionnaires était censée être la rédemption de Victoria, une scène où elle pourrait reprendre le contrôle grâce à ses chiffres et à son autorité. La salle était bondée, tous les fauteuils en cuir occupés, les caméras diffusaient en direct, les investisseurs se penchaient en avant avec des sourires acérés. Victoria se tenait à l'avant, les mains fermement posées sur le podium, même si ses yeux trahissaient les nuits blanches qu'elle avait passées. Elle défendait ses choix avec assurance, la voix ferme, mais un murmure moqueur circulait dans la salle. Des rires étouffés, des sourires narquois échangés entre des hommes en costume sur mesure qui se croyaient intouchables grâce à leur argent. Jack était assis au dernier rang. Emma était recroquevillée à côté de lui, son carnet de croquis posé sur ses genoux. Il lui avait dit qu'il resterait assis tranquillement, qu'elle n'avait rien à faire, juste être là. Elle n'avait pas dit un mot depuis le matin, son silence aussi profond et intime que d'habitude, mais sa main ne quittait jamais ses crayons de couleur. Et puis, c'est arrivé. Un autre rire, plus fort cette fois, a retenti dans la salle alors que Victoria s'interrompait au milieu d'une phrase. C'était cruel, calculé, destiné à rappeler à tout le monde que ses paroles n'avaient aucune importance, que sa réputation était en train de s'effondrer devant eux. Jack sentit ses poings se serrer, sa poitrine brûler d'une rage impuissante. Avant qu'il ne puisse se lever, avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Emma bougea. Elle se leva. Le petit grincement des pièces de sa chaise fut étouffé par le bruit, mais lorsque sa voix, faible et tremblante, se fit entendre, elle était d'une clarté qu'aucun micro n'aurait pu reproduire. « Arrêtez de vous moquer de mon père ». La salle se figea. Toutes les têtes se tournèrent. Le silence fut si soudain qu'il en fut assourdissant. La voix d'Emma était douce, mais elle ne faiblit pas. Ses mains serraient son carnet de croquis contre sa poitrine, la couverture pliée à force d'être utilisée. Lentement, elle le leva haut, ouvrant une page déjà préparée. 3 silhouettes dessinées à grands traits de crayon. Une grande aux épaules larges, une couronnée d'un triangle doré tordu, et une petite avec une tresse et des baskets. Elles n'étaient pas séparées, elles n'étaient pas brisées. Elles se tenaient main dans la main. « Nous sommes une famille », dit-elle. Ses mots tremblaient, ses lèvres frémissaient, mais elle les poussa dans le silence, chaque syllabe se brisant comme l'aube dans la pièce. « Nous sommes une famille ». Pour une enfant qui avait construit sa vie dans le silence, qui avait appris à cacher sa voix dans des dessins et des murmures, ce moment était bouleversant. Les caméras, avides de scandale, se tournèrent vers elle, zoomant sur la petite fille au menton tremblant et au courage d'une géante. Les journalistes se turent. Les investisseurs clignèrent des yeux, leur sourire narquois s'effondrant sous le poids de sa vérité. La poitrine de Jack était si douloureuse qu'il crut qu'elle allait se briser. Une fierté brute et irrépressible l'envahit jusqu'à lui brûler les yeux. Il se leva lentement,
une main posée sur l'épaule d'Emma, la stabilisant sans la tirer en arrière. Ce n'était pas son combat, celui dont il devait la protéger. C'était le sien, et elle se tenait plus droite que lui ne l'avait jamais été. Sur le podium, Victoria perdit son sang-froid de la manière la plus humaine qui soit. Ses yeux se rempliront de larmes. Elle ne prit pas la peine de le cacher. Elle pressa sa main contre sa poitrine, regardant Emma comme si elle voyait l'incarnation de tout ce qu'elle avait essayé de défendre, tout ce qu'elle ne pouvait pas vraiment exprimer avec des mots. Le monde voulait un scandale, un gros titre, une chute. Mais ce qu'il obtint, ce fut la voix d'une enfant, fragile mais intacte, réécrivant l'histoire avec des crayons de couleur et du courage. Et à cet instant, l'Empire changea. Non pas grâce au pouvoir ou au profit, mais grâce à la vérité indéniable d'une petite fille qui refusait de laisser le rire définir son père. Les jours qui ont suivi la diffusion de la voix d'Emma à la télévision ont été différents. Quelque chose de subtil avait changé dans l'opinion publique, comme si le vent avait tourné sans prévenir. Alors que les gros titres étaient auparavant cruels et moqueurs, ils étaient désormais empreints d'une étrange révérence. Les parents ont écrit des lettres, des piles de lettres, décrivant comment leurs propres enfants avaient été réduits au silence, comment Emma leur avait rappelé à quoi ressemblait le courage dans sa forme la plus modeste. Les enseignants envoyaient des notes disant que la dignité de Jack leur donnait de l'espoir pour les enfants discrets de leur classe, ceux qui dessinaient des mondes sur le papier au lieu de les exprimer à voix haute. Des gens ordinaires, sans action, sans pouvoir, sans siège à la table, ont commencé à s'intéresser à la question. Et cette attention, une fois libérée, était plus difficile à contenir que n'importe quel scandale. Même les actionnaires, qui avaient d'abord craché leur venin et proféré des menaces, ont commencé à reconsidérer leur position. Ils ont vu les chiffres baisser, mais se stabiliser. Ils ont vu que la presse ne se contentait plus de courir après le scandale, mais humanisait une histoire qui avait autrefois été facile à ridiculiser. Le vent tournait, et Ronald et Greg, qui avaient attisé les flammes par des chuchotements et des mémos, sentaient le sol se dérober sous leurs pieds. Ils se sont démenés, inventant des récits, alimentant la presse avec des informations sur une entreprise qui perdait son avantage, sur le spectacle qui prenait le pas sur la stratégie. Mais le monde ne les écoutait plus. Le jugement dernier est tombé dans la salle du conseil. Les murs de verre reflétaient une ville agitée par le bruit. Mais à l'intérieur, le silence était tendu comme un fil. Jack n'était pas dans la pièce. C'était le combat de Victoria. Mais son ombre planait, et la voix d'Emma hantait encore chaque recoin du bâtiment. Les directeurs étaient assis, raides, des dossiers empilés devant eux, le regard vif mais méfiant. Greg a craqué le premier. Il s'est penché en avant, son costume trop parfait, son rictus trop étudié. « Vous avez fait de nous un cirque », a-t-il craché. Tout ce discours sur les concierges et les enfants, alors que nos concurrents resserrent leur emprise. Vous avez abandonné la précision au profit du sentimentalisme. Ces mots dégoulinaient de mépris, mais derrière, il y avait de la peur. Le genre de peur qui survient lorsque le pouvoir glisse entre les doigts. Victoria ne broncha pas. Elle ne cligna pas des yeux. Elle se pencha en avant, les coudes posés sur la table, sa voix tranchant dans la pièce, froide et acérée. « Non, dit-elle, chaque syllabe étant délibérée. J'ai transformé cette entreprise en quelque chose d'humain. » Une vague d'inquiétude et d'incertitude parcourut le conseil d'administration. Greg eut un rire sec. L'humanité ne rapporte pas de dividendes. Le regard de Victoria se posa sur lui, d'un calme apparent, mais d'une dureté de fer. « Si l'humanité est mauvaise pour les affaires, dit-elle d'un ton grave et meurtrier, alors vous pouvez me retirer mon titre. Enlevez-moi ma couronne, si cela vous fait vous sentir plus grand. Mais vous ne me prendrez jamais mon nom. » Les mots retentirent comme un coup de marteau sur du verre. Le silence s'ensuivit. Pas le silence poli qui attend que quelqu'un ait fini de parler, mais le silence lourd qui signale qu'un changement irréversible vient de se produire. Pour la première fois depuis des années, le conseil d'administration ne rit pas. Il ne proféra aucune menace. Il capitula. Son pouvoir s'évanouit face à une femme qui n'avait plus besoin de son approbation pour se tenir debout. Greg serra les mâchoires. Son sourire narquois disparut. En moins d'une semaine, sa démission fut annoncée, dissimulée dans un communiqué de presse évoquant de nouvelles opportunités. Ronald disparut encore plus rapidement, son arrogance s'évanouissant dans l'obscurité, sa voix finalement réduite au silence par sa propre insignifiance. Et Victoria Cross, autrefois raillée pour avoir mis en péril son empire en pariant sur un concierge et sa fille, en ressortit plus forte, non pas en tant que PDG enchaîné aux chiffres d'un grand livre, ni en tant que reine portant une couronne trop lourde à porter,
mais en tant que leader ancré dans la vérité. La femme qui croyait autrefois que le contrôle était le seul moyen de survivre avait choisi quelque chose de plus courageux. Elle avait choisi d'être vue, et le monde, contre toute attente, avait choisi de la soutenir. Des mois avaient passé, mais le changement était indéniable. Le gratte-ciel qui se dressait autrefois comme une forteresse de verre et d'acier abritait désormais un cœur qui battait à l'un de ces étages oubliés, où il n'y avait autrefois que de la poussière et des salles de stockage. Victoria avait créé quelque chose de vivant. L'étage avait été dépouillé, repeint, reconstruit en un espace qui respirait la chaleur plutôt que l'intimidation. Les murs étaient recouverts de peintures murales, des toiles étaient empilées dans les coins, des instruments étaient appuyés contre des chaises comme s'ils attendaient d'être joués. Et au-dessus de la porte, en lettres grasses, le nom « Emma's Room » accueillait tous ceux qui entraient. L'espace est devenu un refuge. Les enfants des quartiers qui côtoyaient rarement les gratte-ciel affluaient. Leurs rires rebondissaient sur les murs qui, autrefois, ne faisaient écho qu'aux pas des employés. Ils peignaient des étoiles aux couleurs vives, jouaient des notes hésitantes sur des violons désaccordés et découvraient des coins où le silence ne signifiait pas la solitude, mais le repos. Certains venaient timidement, se cachant derrière leurs parents ou leurs frères et sœurs aînés. D'autres se précipitaient comme s'ils avaient attendu toute leur vie. Tous avaient leur place ici. Jack y trouva également son rythme. L'après-midi, il s'asseyait au piano et apprenait aux petites mains à trouver le do central, à appuyer doucement, à écouter la façon dont le son se propageait. Il enseignait non pas comme un homme suivant un programme, mais comme un père qui avait appris le langage de la patience. La musique n'était pas parfaite, mais elle était authentique. Des notes hésitantes s'assemblaient pour former quelque chose d'optimiste. Emma s'épanouissait dans cet espace. Son carnet de croquis s'alourdissait de jour en jour, rempli non seulement de figures solitaires, mais aussi de groupes, de communautés, de cercles de mains se tenant les unes aux autres. Elle dessinait désormais aussi sur les murs. Elle avait troqué ses crayons de couleur contre des pinceaux. Des fresques murales s'étendaient sur tout l'espace, explosant de bleu, de rouge, jaune, des couleurs qu'elle évitait autrefois et qui coulaient désormais librement, répandant la joie dans tous les coins. Son silence s'adoucit. Elle parlait par bribes timides, dans des murmures qui se transformaient en rires lorsqu'elle était entourée d'enfants qui n'avaient pas besoin qu'elle soit autre chose qu'elle-même. Et Victoria, dépouillée de sa couronne de gratte-ciel, devint quelqu'un d'autre. Elle entrait après les réunions, les talons pendant entre les doigts, les cheveux détachés tombant sur ses épaules. Elle s'asseyait par terre, les jambes croisées, parmi les enfants, un livre de coloriage ouvert devant elle. Elle ne donnait pas d'ordre là-bas, elle ne négociait pas, elle était simplement à sa place. Son rire était plus doux, sa voix moins prudente. Parfois, elle s'asseyait tranquillement, les yeux fixés sur les peintures murales réalisées par Emma, comme si elle se cherchait dans chaque coup de pinceau. Un soir, alors que la ville à l'extérieur vibrait de son énergie habituelle, les trois femmes sont restées tard. Les lumières de la ligne d'horizon scintillaient à travers les fenêtres, plongeant la pièce dans une douce lueur. Emma travaillait tranquillement dans un coin. Des crayons et des feutres étaient éparpillés autour d'elle comme un halo. Elle s'approcha d'un pas décidé et tendit une page. Jack la prit délicatement, ses doigts calleux effleurant les bords. Le dessin lui était familier. 3 silhouettes comme elle en avait dessiné tant d'autres auparavant. Mais celui-ci était différent. Elles ne se tenaient pas dans le vide. Elles étaient entourées de tourbillons de couleurs, rouges, bleus, jaunes, qui se mélangeaient les uns aux autres. Elles n'étaient pas séparées, mais formaient un tout. Et en bas, écrit d'une écriture tremblante et irrégulière, il y avait un mot, maison. Jack eut la gorge serrée. Il déglutit péniblement, la poitrine serrée d'une douleur qui le soulageait et le blessait à la fois. Il regarda Emma, puis Victoria, qui fixait déjà la page, les yeux brillants. Lentement, sans un mot, Victoria tendit le bras par-dessus la table et toucha la main de Jack. Ses doigts s'attardèrent, fermes, rassurants. À cet instant, le bruit de la ville s'évanouit. Jack sentit le poids de la survie qu'il portait depuis des années s'alléger sur ses épaules. Il n'était en été plus seulement un père qui se débattait au quotidien. Il était un homme qui vivait pleinement aux côtés d'une fille qui avait trouvé sa voie et d'une femme qui avait appris à se défaire de sa couronne. Le concierge, le PDG et la petite fille qui dessinait l'espoir avaient trouvé ce qu'ils recherchaient chacun à leur manière. Pas la victoire, pas la richesse, pas le contrôle. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour partager vos impressions dans les commentaires.
Quelle partie du parcours de Jack, Emma et Victoria vous a le plus marqué? Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, car d'autres histoires d'espoir, de courage et de seconde chance sont à venir. D'ici là, restez gentils et courageux.